Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, je vous prie d'excuser ma voix. Depuis hier, malheureusement, j'ai un peu la voix cassée. Alors, j'espère qu'elle ira jusqu'au bout de l'intervention. Et n'y voyez pas un présage ou un début de réponse à la question. Il n'y a pas de lien entre ma voix qui pourrait s'éteindre et l'avenir de la stratégie nucléaire française. Le titre, dont la paternité revient à Étienne, un peu provocateur, certes, mais a permis, je vois, d'attirer beaucoup de monde ce soir. Donc, je vais essayer de respecter strictement le planning, puisque c'est quand même la première vertu d'un projet, même si ça n'a pas toujours été celle du projet Flamanville 3. Et on va attaquer tout de suite. Alors, je vais commencer par vous dire que je ne suis pas un spécialiste du nucléaire, contrairement à ce que pourraient croire certains. Moi, j'ai 25 ans d'expérience professionnelle, mais à peu près 20 ans dans ce qui est mon cœur de métier d'origine, c'est-à-dire le transport d'électricité, dans ce qui est devenu RTE au début des années 2000. Et donc, mon cœur de métier, c'est le transport d'électricité. Ça relève du monde de l'énergie, mais je n'étais pas prédestiné a priori, à prendre la responsabilité d'un grand projet comme celui de Flamanville 3. Donc je ne suis pas un spécialiste de la technologie nucléaire, et mon métier est plutôt dans cette affaire de conduire une grande diversité d'acteurs vers un succès, maintenant, je l'espère, proche. Et donc je vais articuler mon propos en 3 points. D'abord, revenir un mot sur le nouveau nucléaire dans le monde et sur les projets EPR, puisque pour qu'il y ait un avenir, une stratégie, encore faut-il qu'il y ait un marché. Donc on dira un mot sur l'état du marché. Après, je dirais, vous parlez de l'EPR de Flamanville 3, où on en est concrètement, y compris sur les derniers développements. Je suis sûr qu'il y aura des questions sur la qualité des soudures, donc j'essaierai de les anticiper. Et puis, je vous parlerai du management du projet, qui est quand même le cœur de la mission que m'a confié Jean-Bernard Lévy en tout début 2015. Et je répondrai à la question qui, selon moi, est-ce qu'il y a un avenir ou pas? Je répondrai oui, moyennant qu'il y ait 3 clés qui soient bien remplies et bien tournées dans le bon sens. Voilà. Un petit mot, un slide qui est sûrement connu d'un grand nombre de personnes, pour dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain consensus dans le monde pour dire que la production d'électricité va aller de manière croissante dans le monde, que d'ailleurs, elle va aussi en substitution d'un certain nombre d'autres énergies, et que on peut retenir qu'entre 2016 et 2040, plus 30% en moyenne d'augmentation de production d'énergie électrique dans le monde, et que les experts s'accordent à dire que la part du nucléaire là-dedans devrait rester à peu près stable, autour de 10-12%. Donc ça veut dire qu'il y a une place pour le marché du nouveau nucléaire. Et vous en avez une photo. Alors sur ce slide sont représentés tous les réacteurs nucléaires neufs en cours de construction dans le monde, donc avec 3 grandes zones. On retrouve, alors sur la gauche, une zone, on va dire, Amérique, qui est plutôt en rythme faible, puisqu'il y avait en particulier 4 AP1000 de Westinghouse en fabrication aux États-Unis, et l'année dernière, un des 2 projets a été définitivement suspendu, donc il en reste 2 en construction, plus le réacteur d'Angra, toujours en construction au Brésil. Vous avez la partie centrale qui regroupe l'Europe et les Émirats qui, ceci dit, reste assez active avec 10 gigawatts en construction, dont là-dedans vous retrouvez bien sûr l'EPR de Flamanville 3, les 2 EPR d'Hinkley Point, l'EPR d'Oclioto 3. Et puis la zone bien sûr la plus dynamique, et j'apprends rien à personne, c'est l'Asie, avec en particulier la Chine, avec presque une vingtaine de réacteurs en cours de construction, dont les réacteurs de Taishan 1 et 2. Et puis derrière, l'autre marché qui est très dynamique, c'est l'Inde bien sûr, avec 6 réacteurs en construction, alors des réacteurs russes, des réacteurs de technologie indienne, et puis nous l'espérons, avant la fin de l'année 2018, puisque nous avons signé un accord cadre en début d'année, nous espérons pouvoir signer les accords définitifs engageant la construction de 6 EPR sur le site de Jaitapur, qui en ferait la centrale nucléaire la plus puissante au monde, avec pratiquement 10 gigawatts installés. Voilà, donc un marché du nucléaire, 60 gigawatts en cours de construction. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en dehors de la génération 3, il y a point d'avenir pour des produits, donc il n'en reste pas tant que ça. Il y a bien sûr l'AP1000, il y a le VVR russe, il y a les Coréens, et puis on va dire il y a l'EPR, ou en tout cas la filière française dans les grands concurrents. La Chine, d'ailleurs, n'a pas pris de décision de création de nouvelles centrales depuis maintenant presque 3 ans, alors qu'elle en prenait une décision pratiquement entre 10 et 15 par an tous les ans. Elle attendait
de manière très explicite de savoir quelles seraient les technologies de génération 3 qui seraient vraiment matures pour poursuivre son programme. Et donc là-dedans, il y a la bonne nouvelle, hein, puisque vous savez que le réacteur de Taishan 1 a reçu son autorisation de chargement il y a maintenant une dizaine de jours. Il est totalement chargé à l'heure qu'il est, et donc il est en cours de préparation pour aller vers la divergence. Donc ça en fait le premier EPR à être en service dans le monde, et ça en fait le premier réacteur de génération 3 à être en service en Chine. C'est un signe politique fort qu'ont envoyé les Chinois, hein, puisque sur la fin, il y avait quand même une concurrence entre le premier AP1000 en Chine et l'EPR, pour savoir lequel des deux serait politiquement, on va le dire comme ça, autorisé à charger le premier. C'était Taishan 1, il semblerait que le premier AP1000 soit autorisé à charger cette semaine. Nous verrons. Taishan 2 suivra avec à peu près un an d'écart sur Taishan 1. Bien sûr, Flamanville 3, j'y reviendrai, on est toujours sur un calendrier où on devrait être prêt à charger en fin d'année. Je reviendrai sur la question des soudures, bien sûr, tout à l'heure. Et puis, Okilioto 3 est en cours des CHO et vise là aussi une mise en service commerciale complète au cours de l'année 2019. Donc, déjà, on peut dire que l'EPR, c'est une réalité. Les gens, les oiseaux de mauvais augure qui pouvaient dire que le design ne marcherait jamais, bon, bah, quelque part, le chargement de Taishan est déjà la première réponse à apporter. Et nous verrons que dans les 18 mois qui viennent, nous aurons donc a priori 4 EPR en fonctionnement dans le monde, ce qui changera, je pense, très largement la donne et le regard sur le produit. Alors, une fois que j'ai dit ça, où est-ce qu'on en est à Flamanville 3 ? Bon, je rappelle, hein, c'est le plus petit réacteur EPR en termes de puissance en cours de construction, parce qu'en fait c'était un des premiers en cours de conception. Et donc Taishan est légèrement plus puissant, HPC le sera aussi un peu plus, hein, on sera plus proche des 1750 MW avec l'optimisation de la chaudière et de la turbine. Je rappelle que c'est un réacteur qui est conçu pour 60 ans d'exploitation, qu'il est conçu pour un taux de disponibilité de 91%, et puis qu'une fois qu'il sera en service, il devrait représenter, si on prend la production de référence de 2016, à peu près 2,5% de la production d'électricité annuelle française, avec 13 TWh attendus. Évidemment, c'est un ouvrage de très grande envergure. Hein. Je vous laisse lire les chiffres en bas à gauche. Retenez juste, pour ceux qui connaissent le site, que les deux tranches d'à côté, Flamanville 1 et 2, et ben, Flamanville 3, c'est autant de béton que Flamanville 1 et 2 réunis, c'est autant de ferraillage que Flamanville 1 et 2 réunis, c'est autant de robinets et de vannes que Flamanville 1 et 2 réunis. Alors, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, ça montre la complexité de l'objet EPR, mais voilà, c'est un fait, et il faut bien l'intégrer. C'est plus de 200 partenaires industriels, j'y reviendrai juste après, parce que c'est aussi un début de réponse. Hein. Encore, faut-il avoir un avenir, faut-il avoir une filière? Et puis, c'est aujourd'hui encore plus de 5000 personnes tous les jours sur le chantier, qui se répartissent à peu près 4300 prestataires et 700 salariés d'EDF, en comptant aussi bien les équipes projets sous ma responsabilité que le futur exploitant, le CNPE de Flamanville 3, qui comprend à peu près 420 personnes. Voilà, on est à 48 millions d'heures travaillées sur le site à fin 2017 et on estime qu'on finira le projet aux alentours de 55 millions d'heures travaillées. Alors, les grands partenaires du projet, retenez que Flamanville 3, c'est plus de 200 contrats, mais avec les 10 principaux, on fait 80% du scope et avec les 20 principaux, on fait 90% du scope. Voilà, donc c'est un choix qui a été fait à l'époque de contrats au scope très large, donc on y reviendra, puisqu'en fait l'avenir sera certainement un peu différent. Et donc Framatome, à l'époque qui s'appelait encore Areva NP, est titulaire d'un contrat très large, hein, puisqu'il a la chaudière nucléaire, le contrôle commande opérationnel et l'ensemble des systèmes auxiliaires nucléaires dans son scope de réalisation, ce qui est un scope large et qui aujourd'hui d'ailleurs ne correspond plus au scope de cœur de métier du nouveau Framatome, tel que racheté par EDF récemment, mais j'y reviendrai. Bouygues a fait l'intégralité du génie civil. Hein. Quand je dis l'intégralité, c'est aussi bien l'îlot nucléaire que la salle des machines, que, on va dire, la source froide. Et puis, GE, dans un contrat très large, a globalement la responsabilité, alors GE ex-Alstom, de la conception et de la réalisation de la salle des machines, et pas uniquement du groupe Turbo Alternateur. J'y reviendrai parce que
c'est là aussi aujourd'hui les limites de l'exercice de contrats très gros où la compétence n'est pas forcément maintenue chez certains prestataires. Et puis vous allez retrouver des entreprises classiques de la filière, hein, Endel, Bocard, SPI, les filiales du groupe Engie, pour tout ce qui est autour des contrats de tuyauterie, d'installation électrique et de ventilation. Bon. Un point très important, parce qu'on voit bien que c'est un sujet qui préoccupe tous les maîtres d'ouvrage et tous les pays qui veulent faire du nucléaire, c'est est-ce que ces projets vont bien s'insérer dans leur territoire. Sachez que ça devient un vrai sujet en Chine, hein. La Chine a renoncé à installer des centrales nucléaires en bord de rivière, hein, puisque c'est un de ses projets, au motif qu'elle a quand même aujourd'hui une opposition sociétale assez forte pour aller installer des centrales nucléaires le long des rivières, et donc elle a plutôt vocation à rester sur des sites bord de mer. Et donc avec des puissances élevées, ce qu'il a aussi, on voit bien, commence à différencier les produits EPR de ses concurrents. La forte puissance peut intéresser aujourd'hui beaucoup de pays. Et donc le Flamanville 3, c'est aussi un projet qui est plutôt bien intégré dans son territoire. C'était le premier grand chantier en France qui était labellisé grand chantier, grand projet au titre de l'État. Et avec en particulier, au-delà des mesures habituelles où on finance des infrastructures pour accompagner le projet, une vraie volonté de développer l'emploi local. Retenez qu'un peu plus d'un salarié sur 2 présent sur le site est quelqu'un issu du tissu local, avec tout ce que ça représente comme opportunité, hein, en particulier plus de 1000 chômeurs reformés sur Flamanville 3, mais aussi comme challenge technique en termes de professionnalisation, hein, puisqu'on a des gens qui étaient avant pas du tout dans les métiers du nucléaire, qui vont se retrouver à devoir mettre en œuvre une technicité, une compétence, un niveau de qualité attendu qui est celui du nucléaire. Donc là, il y a un gros challenge de professionnalisation. Contrairement à d'autres grands chantiers, nous n'avons que 20% d'étrangers sur Flamanville 3, ce qui est très peu pour cette taille de projet. Et en plus, dans les 20%, c'est essentiellement des filiales étrangères, des grands groupes de la filière nucléaire française qui travaillent déjà pour nous, les noms que je citais tout à l'heure, mais qui n'ont pas assez de main-d'œuvre compétente en France et qui font appel, vu la quantité de travail réalisé sur le site, à leur filiale étrangère. Voilà, j'en dis pas plus. 860 000 heures de formation dispensées, c'est énorme et beaucoup sont des formations habilitantes. Un mot pour ceux qui ne connaîtraient pas le produit EPR, mais je vais aller très vite. C'est un réacteur de génération 3 donc qui intègre l'accident grave à la conception, hein, contrairement aux générations précédentes, qui au passage permet de diviser par 10 la probabilité d'un accident, qui, pour intégrer, on va dire, cette probabilité d'accident grave, hein, s'appuie sur le concept du récupérateur de corium que vous avez en bas à droite sur le slide. En gros, on considère que si on n'arrive pas à maîtriser la situation dans la cuve, et donc le corium, donc l'ensemble cuve et assemblage fondu va faire fondre le fond de cuve, et tout ça va laisser étaler dans un récupérateur de corium qui est représenté en bas à droite en blanc, et qui, une fois dans ce récupérateur de corium, va être ensuite refroidi par un système quasi passif, et donc on n'aura pratiquement aucun rejet dans l'atmosphère. Retenez quand même qu'il y a deux types de génération 3. Aujourd'hui, il y a ceux qui s'appuient sur un récupérateur de corium, qui sont reconnus dans tous les pays du monde comme étant un système très efficace. Ceux qui garantissent, en théorie, le maintien d'un cœur fondu dans la cuve, sans percement du fond de cuve. C'est le choix de la P1000, par exemple, dont beaucoup de pays refuseraient l'homologation au motif que, en particulier en France, hein, l'IRSN considère qu'au-delà de 500 MW, on est incapable, en l'état de l'art, de justifier qu'on maintiendrait un cœur fondu dans une cuve sans le percer. Donc voilà, c'est aussi un début de réponse. C'est aujourd'hui un vrai avantage compétitif pour l'EPR que d'avoir su concevoir et designer ce récupérateur de corium. Le reste, je passe vite, c'est bien sûr une très forte résistance aux agressions, avec une double coque avion, avec 4 systèmes de sauvegarde indépendants, qui sont en fait 3 en service, hein, puisque le 4e est supposé pouvoir être en maintenance. On verra que sur le papier c'est très bien, dans les faits c'est cher et c'est long à construire, donc l'avenir, ça ne sera certainement pas 4 trains. Et puis bien sûr une salle de commande entièrement informatisée, où là aussi il y a quand même un très grand savoir-faire de la filière technologique française qu'il faut bien maintenir. Alors là je vais aller très vite, c'est pour ceux qui ne sont jamais allés sur le chantier. J'ai quelques photos
qui rappelle les grandes étapes du chantier depuis son début en décembre 2007. Donc bien sûr les grandes étapes du génie civil. En bas à droite les fameuses consoles du pont polaire qu'il a fallu remplacer une fois toutes montées parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des défauts de soudure déjà à l'époque et donc qui ont pratiquement pénalisé le planning de 1 an. On n'a peut-être pas tiré tous les enseignements qu'il fallait à l'époque. On verra ce qu'on va en dire tout à l'heure. Ça montre aussi que le lotissement contractuel, ou le lotissement contractuel pas totalement adapté, c'est-à-dire confier cette prestation à une entreprise dont ce n'est pas le cœur de métier et qui va le sous-traiter, on aurait pu peut-être avec un lotissement différent et en contractualisant directement ces prestations, obtenir un autre résultat. Bon, la pose du dôme en juillet 2013. Quelques photos de la réalisation de l'îlot conventionnel, avec en particulier la salle des machines. Donc il y a un contrat quasiment, je vais dire, clé en main General Electric, qui nous a posé de grandes difficultés, hein, puisque aujourd'hui, à l'instar d'autres, General Electric a perdu une partie de ses compétences, et qu'on voit bien que EDF se posera la question à l'avenir, et j'y reviendrai, de relotir autrement cet ensemble. Le premier virage de la turbine et de l'alternateur ont eu lieu en 2016. Et là, en 2014-2015, c'est tous les principaux composants qui sont entrés dans l'îlot nucléaire. Puis la salle de commande qui a été mise en service à l'été 2016. Et puis à droite, vous avez ce fameux couvercle qui contient peut-être un petit peu trop de carbone, mais qui est apte au service, j'y reviendrai tout à l'heure, et qui est là tout équipé donc par les gens de Framatome. Il a été livré sur site en février 2016 et il a fallu 18 mois pour l'équiper entièrement, puisque je rappelle que dans le PR, rien ne passe par le fond de cuve et donc toute l'instrumentation passe par le couvercle en même temps que les grappes de commande, ce qui fait qu'il y a, comme vous le voyez sur la photo, un nombre de traversées très importantes sur ce couvercle. Bon, en 2017, c'était le vrai changement. On a basculé dans le monde, la fin de la construction de masse, pour basculer dans des activités de finition de montage et la montée en puissance des essais, avec en particulier à l'été 2016, on a fait donc, des essais de rotation complet de la turbine, et puis surtout on a fait nos débuts de chasse en cuve en mars 2017, nos fins de chasse en cuve en l'été 2017, et on a essayé pendant l'été 2017 l'entièreté des systèmes de fonctionnement de la station de pompage. Et puis on a poursuivi avec une belle année 2017, puisqu'on a réalisé les essais à froid du réacteur du 18 décembre 2017 au 6 janvier 2018, en profitant énormément du retour d'expérience de Taishan et d'Okyoto 3, ce qui nous a permis d'en réduire encore la durée. En janvier, février, mars de cette année, et c'est derrière nous, nous avons fait une grande coupure du contrôle-commande pour implémenter la configuration définitive qui servira au démarrage. De ce point de vue-là, on a une stratégie un peu différente des projets chinois et finlandais. On a préféré faire l'ensemble des modifications de configuration avant les essais à chaud et de ne pratiquement plus toucher à l'installation après les essais à chaud. Et puis, très récemment, alors c'est un peu masqué malheureusement par les questions de soudure, nous avons réussi, avec les félicitations de l'autorité de sûreté, donc c'est suffisamment rare pour le souligner, notre épreuve enceinte qui s'est déroulée donc, du 27 février au 12 mars. Et on a monté, je rappelle que c'est une épreuve réglementaire, on monte l'intérieur du bâtiment réacteur à plus de 5 bars pour mesurer deux choses, un, le taux de fuite, et deux, le niveau de déformation sous contrainte. Et puis nous avons continué nos essais en eau de tout ce qui est le poste de manutention combustible, hein, puisque aujourd'hui le bâtiment combustible est quasiment terminé et on s'apprête à le transférer cet été à l'exploitant. Et puis l'épreuve enceinte, comme je le disais, fin mars, début avril. Alors aujourd'hui, on en est où? On peut dire que les montages électromécaniques sont achevés à plus de presque 96-97% aujourd'hui. Donc on va dire le montage est derrière nous. Et on est dans une montée en puissance forte, bien sûr, des activités d'essai et de transfert progressif à l'exploitant, puisque le principe retenu à Flamanville 3, c'est celui historiquement retenu par EDF, hein, c'est que l'exploitant, dès qu'une bulle
de système est terminé ou une zone de bâtiment est terminée, on lui confie temporairement l'exploitation. Ça permet aux gens du projet de se concentrer sur le reste à faire et à l'exploitant de bien prendre en main sa future installation. Alors, voilà pour rapidement la photo de où on en est sur le projet. Maintenant, on va rencontrer un peu plus sur le management de ce projet. Si on voulait être purement factuel, on dirait qu'il a été décidé avant 2007 pour un démarrage qui devait intervenir fin 2012 et un coût qui devait être inférieur à 4 milliards d'euros. Bon, il sera plutôt aujourd'hui démarré ou pré-démarré pour fin 2018 avec un coût, donc, comme vous le savez, qui est aujourd'hui affiché à 10,5 milliards d'euros. Alors, on ne va pas refaire toute l'histoire du projet. Moi, je retiens 5 grands facteurs de difficulté ou de dérive. Autant de facteurs d'ailleurs qu'il faudra surmonter si on veut parler de l'avenir de la stratégie de l'EPR. Bon, d'abord, c'était bien sûr un nouveau modèle de réacteur. Alors on dit toujours c'est une tête de série. On ne va pas se mentir, oui c'est une tête de série par la taille, on n'avait jamais fait aussi gros. Oui, il y a des choses nouvelles, hein, comme le récupérateur de corium, mais on n'est pas dans la rupture technologique fondamentale, ça reste un réacteur à eau sous pression, et donc qui mariait des technologies qui étaient connues ou par Siemens ou par Framatome. Donc le vrai sujet, c'est pas que ce soit un nouveau modèle, le vrai problème c'est qu'on a démarré ce projet en phase réalisation avec un taux d'étude insuffisamment avancé. Quand on a démarré la réalisation sur site de Flamanville 3, il n'y avait à peu près que 30% des études de détail terminées. Ce qui fait qu'en fait, on a fait le design en avançant, ce qui fait qu'aujourd'hui, on traîne beaucoup de clash, beaucoup de rework qu'on aurait pu éviter si on avait, à l'époque, eu la sagesse d'emmener plus loin les études avant de passer en stade de réalisation. On a tenu les enseignements pour Hinkley Point, hein, puisqu'Hinkley Point, aujourd'hui, est parti en phase réalisation avec à peu près 65-70% de ses études finalisées. Le vrai sujet qui est nouveau pour Flamanville 3, c'est que en fait, c'est le contexte réglementaire qui a énormément changé et qui est en plus évolutif, puisque par rapport au palier précédent, est venu... donc c'est la première fois qu'on réalise une centrale dans le cadre de la nouvelle réglementation dite du décret procédure, hein, c'est-à-dire qu'en particulier, avant, il fallait avoir, par exemple, qualifié tout votre matériel aux conditions accidentelles, séisme, haute température, etc., etc. Mais vous n'étiez pas obligé d'avoir tout qualifié le jour de la mise en service. Et s'il y a des choses qui se qualifiaient 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, bah, c'était pas grave. Dans la nouvelle réglementation, il faut avoir tout qualifié avant. Donc ça, c'est quand même une autre paire de manches. Et ce qui fait que d'ailleurs Taishan est passé devant Flamanville 3. Parce qu'en fait, Taishan profite de toutes les qualifications matérielles portées par Flamanville 3. Autre exemple, est sorti en 2005 le référentiel ESPN, équipement sous pression nucléaire, donc une réglementation quand même qui reste aujourd'hui très exigeante, très compliquée, qui dans les faits, dans le concept, je dirais, est très bien, c'est très positif. Tout est dans l'art de l'application, malheureusement, il faut des référentiels d'application qui soient stables, stabilisés, compréhensibles et compris des acteurs qui doivent les mettre en œuvre. Bon, je ne suis pas sûr que quand on est partis tous dans le ESPN, on sachait répondre à tous les critères que je viens de citer. Et donc, en particulier, les référentiels ESPN pour Flamanville 3 n'ont été figés qu'en 2017, alors que pratiquement tous les équipements correspondants ont été finis de fabriquer bien des années avant. Voilà. Troisième raison, c'est une filière qui n'avait pas conduit de projet nucléaire neuf depuis une vingtaine d'années. Et donc, pour EDF, il y avait une grosse perte de compétences, hein, autant en ingénierie qu'en management de grands projets. Et puis, pour ses principaux partenaires, ceux que je citais tout à l'heure, je pense que c'était tout aussi vrai, et en particulier aussi bien dans les métiers études, fabrication que réalisation, et dans la capacité d'ordonnancer tout ça dans un grand projet. Pour compliquer les choses, on avait contractualisé Flamanville 3 sur la base des contrats du dernier palier, hein, N4. Voilà, donc sans même qu'en changer les quantités. Donc on voyait que je vous parlais du rapport 2. Donc on a un dispositif contractuel qui n'était pas du tout adapté, en tout forfaitaire, ce qui sur un projet de ce type-là n'est quand même pas du tout adapté, et en plus avec des quantités qui n'étaient pas les bonnes. Et puis c'est un projet en tranche unique, donc ça c'est jamais simple. Moi je vois nos collègues de Taishan,
souplesse ils ont quand ils ont en particulier des problèmes de pièces de rechange ou d'optimisation des ressources, de pouvoir les passer d'une tranche à l'autre. S'il y a un truc qui s'arrête sur la tranche 1, on peut basculer des gens sur la tranche 2, ou s'il y a un problème de matériel sur la tranche 1, on peut aller en attendant chercher sur la tranche 2. C'était la première fois en France qu'on faisait une tranche unique. Voilà pour les principaux facteurs d'historique. Et maintenant, j'en viens à l'histoire récente et moderne de ce projet. Qu'est-ce qui se passe depuis début 2015 ? Donc, comme le disait Étienne en introduction, Jean-Bernard Lévy arrive à la tête de l'entreprise en fin novembre 2014. Très vite, il fait le constat que l'entreprise n'est pas du tout organisée pour manager ses grands projets. Les grands projets d'EDF, quand même, si on prend le grand carénage, Flamanville 3, Linky, etc., c'est plus de 100 milliards d'euros en portefeuille. Donc, on a plutôt intérêt à bien les maîtriser. Bon, il fait le constat, à juste titre, de mon point de vue, que l'entreprise n'est ni organisée, ni professionnalisée sur le management de ses grands projets. Donc, il fait des choix assez radicaux dès son arrivée. Bon, déjà, il coupe l'ingénierie nucléaire en deux, ce qui n'était jamais arrivé, je pense, de toute son histoire. Donc, il y a l'ingénierie pour le parc en exploitation, qui part côté direction production nucléaire et thermique, et puis il crée de toutes pièces une direction ingénierie et projets nouveaux nucléaires, dont il confie la responsabilité à Xavier Ursa. Et il loge dans cette nouvelle direction, et il me demande de créer donc une direction de projet Flamanville 3, de plein exercice, directement rattaché à un membre du COMEX et lui rendant compte à lui directement. Et donc, jusqu'à présent, retenez que les grands projets étaient gérés par les ingénieries et qu'il n'y avait pas de séparation de rôle ni de pouvoir entre un patron d'ingénierie qui à la fois pilotait l'ingénierie du projet et pilotait le projet lui-même. Voilà. Donc il y a une direction de projet Flamanville 3 qui comprend 360 personnes qui a été créée en 2015. Et puis, c'est ce que je vais présenter très vite sur le slide suivant. Comment je l'ai créé? C'est très simple, j'ai appliqué quelques principes simples. D'abord, des périmètres à taille humaine, parce que ce projet est tellement complexe que si vous ne le découpez pas en périmètre à taille humaine, c'est ingérable. Donc j'ai en particulier l'OTI, c'est les cases bleues verticales à gauche, le projet en 5 grands lots. Un lot chaudière, un lot îlot nucléaire, un lot contrôle commande électricité, un lot salle des machines et sources froides, et un lot génie civil. Et chacun des chefs de lot est responsable de faire délivrer en EPC son périmètre. Et puis, bien sûr, j'ai confié une responsabilité très forte à l'aménagement, de piloter et de coordonner la réalisation et la stratégie de réalisation court terme et long terme entre les activités de montage, les activités d'essai, les activités de finition. C'est pour ça que vous retrouvez donc un directeur délégué ingénierie et construction, un directeur délégué mise en service, qui ont des responsabilités sur site très fortes et d'intégration de ces activités. Et donc, il y a une direction technique qui, elle, est garante du licensing vis-à-vis de l'autorité de sûreté, qui est garante que tout le design qui sort en horizontal et qui intègre ce design correspond bien à celui qu'on a vendu à l'autorité de sûreté dans le décret d'autorisation de création au début du projet. Donc voilà, c'est un fonctionnement matriciel. En horizontal, il y a des gens qui délivrent, et en vertical, il y a des gens qui intègrent soit du design, qui intègrent soit de la construction, soit de la mise en service. Parce qu'en fait, manager et gérer un projet complexe comme celui-là, ça se résume à bien savoir faire deux choses. Un, bien gérer la complexité, et deux, bien gérer les interfaces. Quand je suis arrivé sur ce projet, il y avait plein d'interfaces qui étaient orphelines. Et donc, forcément, derrière, on est tombé sur beaucoup de problèmes, de choses qui ne se raccordaient pas bien entre elles. Bon, puis en bas de ce slide, vous avez les grandes fonctions régaliennes classiques, planification, contrôle de gestion, management des risques, etc., qui ont une fonction forte dans mon projet. C'est-à-dire que le monsieur planification, il n'est pas que responsable de délivrer un processus de planification, il est garant du planning. C'est lui qui va challenger les gens, c'est lui qui va s'assurer que tout le monde fonctionne bien, suivant la même méthode, etc. Pareil pour monsieur coût, pareil pour monsieur risque. Alors ça c'est le premier point. Donc Jean-Bernard Lévy m'avait demandé, il m'a nommé en mars 2015, et il m'a demandé qu'on se voit en juillet 2015. Il m'a dit, voilà, j'attends 3 choses, une nouvelle organisation, un nouveau planning et un nouveau coût. Et on a annoncé tout ça à l'externe, et on va le tenir pour la première fois de l'histoire du projet. Et vous avez 3 mois pour me présenter tout ça. Donc voilà, ça c'était l'organisation. Très vite, je me suis rendu compte que le deuxième sujet, c'est que les grands fournisseurs n'étaient pas du tout alignés sur les enjeux du projet. Pour plusieurs raisons, parce que d'abord, on ne partageait pas de planning.
ou alors on avait un planning qui était purement un planning de communication externe, et donc qui n'était pas partagé avec les principaux partenaires. Et puis les contrats étant ce qu'ils sont, il n'y avait aucun intérêt forcément à s'aligner sur les enjeux de planning et de coût du projet. Et donc j'ai trouvé une situation où il n'y avait plus de collectif de la filière nucléaire française motivé pour finir Flamanville 3. Donc toute l'année 2015 a été destinée à signer avec chacun des grands contrats que vous avez sur la gauche de ce slide, un protocole qui après a donné lieu à des avenants, mais l'idée c'était qu'on signe en moins de 3 mois. C'est ce qu'on a fait entre l'été 2015 et novembre 2015. J'ai réussi à signer avec les patrons des groupes qui sont sur votre gauche des protocoles qui les réengageaient sur le planning, qui les réengageaient sur la sécurité et qui les réengageaient sur des nouveaux modes de fonctionnement communs, en particulier avec beaucoup de plateaux communs, des modes de coopération opérationnelle communs, et non pas chacun dans son coin dans une relation contractuelle. Puis, j'ai fait une chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est-à-dire passer à peu près la moitié de mon temps, non pas à manager le fond du projet, mais à remettre en place des méthodes de management de projet. Et donc, très vite, on a beaucoup réappris. Donc, on a fait un énorme travail sur les fondamentaux du management de projet. Donc, on a remis à plat complètement la planification et le pilotage de la planification du projet, avec en particulier un seul et unique planning partagé par tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs, que ce soit EDF, l'ensemble des fournisseurs. Tout ça, on l'a en plus fait fonctionner maintenant en entreprise étendue, c'est-à-dire que tout le monde utilise l'outil, le système d'information EDF pour planifier dedans. Alors ça offre une grande transparence à tout le monde, ça suppose qu'on se fait confiance, qu'on montre ses marges et ses risques, qu'on ne s'en sert pas après comme outil de discussion commerciale. Mais par contre, c'est une très grande vertu, c'est qu'avant, il fallait plus d'un trimestre pour actualiser le planning à terminaison de Flamanville 3. Maintenant, en moins d'un mois, c'est fait. Et il fallait plus d'un mois pour actualiser le planning, on va dire, de court terme, hein, qui montre le détail à 3-4 mois devant nous. Aujourd'hui, on le fait toutes les semaines. Donc ça, c'est d'une très grande puissance. Et donc, toutes les séquences planning sont construites de la même manière et permettent de faire à la fois ou une vision système ou une vision géographie, et tout avec donc une unique démarche de valorisation des risques et des marges. On a fait un très gros travail sur l'industrialisation du pilotage opérationnel, je l'ai dit, on a réaligné toutes les ingénieries internes d'EDF, chacune maintenant s'engage sur des livrables et des échéances, et puis on a reconquéri, là on avait perdu la configuration de Flamanville 3, voilà. C'est-à-dire qu'on ne savait pas dire dans quel état, à l'instant T, était l'installation par rapport à un état de référence unique et partagé. Et donc, nous avons refait un très gros travail de remise à plat de la configuration. Et aujourd'hui, chaque activité est rattachée à un état de configuration. Un câble prêt, une tête de câble, un tuyau, un bout de charpente est rattaché à un état de configuration. Et ce qui me fait dire que les dernières modifications que nous mettons en œuvre seront la configuration ultime pour aller aux essais à chaud. Voilà. Bon, après, je ne reviens pas, on a mis des nombreux plateaux communs avec les fournisseurs et les partenaires. Je cite aussi des organismes notifiés, hein, BV, APAV, par l'autorité de sûreté, puisqu'on a été amené avec eux à trouver aussi des nouveaux modes de fonctionnement beaucoup plus coopératifs, qui n'enlèvent rien à la responsabilité de chacun. On n'est pas en train de mettre pression sur le rôle des uns et des autres, mais on a su trouver, je crois, des modes qui seront innovants pour l'avenir. Voilà. À la maille de chaque contrat, on a remis en place un contract management et des pilotages des coûts et des risques à terminaison avec des méthodes relativement modernes qui permettent aujourd'hui de bien piloter le coût à terminaison. Et puis on a travaillé complètement autrement avec l'autorité de sûreté. On se voit très régulièrement. On essaye d'être dans la plus de transparence possible sur l'information préalable dans les difficultés. Et on partage un planning, là aussi, et les risques. Enfin, le dernier point, c'était très important de renforcer les liens entre projets EPR. Et donc nous avons aujourd'hui, je pense, une bonne coopération entre les 3 grands projets qui sont en phase vraiment d'exécution. Je n'ai pas mis HPC sur ce slide parce qu'il est moins avancé en termes de réalisation, mais je pourrais rajouter la flèche qui va de Flamanville 3 vers HPC. Et donc aujourd'hui on partage entre tous ces projets. Alors ça veut dire quoi? Ça veut partager bien sûr tous les retours de design, par exemple, tous les retours de modification de design de Taishan suite aux essais à chaud sont déjà intégrés sur Flamanville 3. Donc nous n'aurons pas les mêmes modifications de matériel. C'est aussi partager le détail des plannings.
c'est partager des ressources. Par exemple, j'avais en permanence quelques essayeurs expérimentés qui étaient nos collègues chinois à Taishan, et ça leur permettait de jouer par avance qu'ils allaient devoir jouer à Flamanville, ou par exemple à Flamanville, j'ai en permanence 15 essayeurs chinois qui viennent nous aider, qui ont été sélectionnés sur un critère simple, avoir déjà démarré de 2 tranches, ce qui ne court plus les rues dans la population française. Voilà. Et donc, avec tous ces grands éléments, Jean-Bernard Lévy a pu annoncer en septembre 2015 une nouvelle feuille de route pour le projet et un nouveau budget. Donc, la feuille de route, c'était qu'on devait avoir fini nos montages mécaniques du circuit primaire avant la fin du premier trimestre 2015. On les a finis le 9 mars 2015. Qu'on devait avoir débuté nos essais d'ensemble avant la fin du premier trimestre 2017. On les a débutés le 15 mars 2017. Qu'on devait avoir fait le début des essais à froid dans la deuxième quinzaine de décembre 2017. On l'a fait le 18 décembre 2017. Donc jusque-là, tout va bien. Et il s'est engagé aussi plus récemment à ce qu'on débute nos essais à chaud avant fin juillet 2018 et que le réacteur soit prêt à charger en fin d'année. Voilà. Et donc, le planning à date, c'est celui-là. C'est... je ne reviens pas trop sur le passé. Sur les montages, je vous ai dit qu'on était quasiment achevé, qu'on a fait un gros travail de déploiement de la configuration pour les essais à chaud qui est derrière nous, qui s'est achevé fin mars en temps et en heure. Sur les essais, on a fait l'épreuve hydraulique du circuit primaire, on a fait l'épreuve enceinte, et donc on vise toujours un début des essais à chaud en juillet, et on vise toujours d'être prêt à charger en fin d'année, au bémol près de l'annonce que nous avons fait il y a une dizaine de jours, sur lequel je vais revenir sur un ou deux slides après, qui est que comme nous avons découvert quelques sujet de qualité de soudure sur le circuit secondaire principal, nous nous donnons le mois de mai pour faire un diagnostic sur ce que pourrait être l'impact sur le planning et le coût du projet. Voilà. En parallèle, bien sûr, nous visons des activités de finition et de transfert avec un accueil du combustible qui pourrait se situer au mois d'août, et donc c'est-à-dire avoir transféré au préalable l'entièreté de la responsabilité du bâtiment de la bulle combustible à l'exploitant. Alors, 2017, ça a été aussi des années où on a soldé 2 grands sujets par le haut. L'aptitude au service de la cuve, puisque vous savez qu'il y a eu la fameuse affaire de est-ce qu'il y avait trop de carbone dans le couvercle et le fond de cuve de Flamanville. Alors oui, il aurait pu en avoir un peu moins si le procédé de fabrication avait été mieux maîtrisé par Framatome. Pour autant, l'ASN a accepté, dans un processus dérogatoire que permet la réglementation, donc il y a un programme de R&D qui était énorme, puisqu'on a fait plus de 1600 éprouvettes et des milliers de calculs, plus qu'on n'en a jamais fait pour concevoir le RCCM. Et donc a accepté ce processus dérogatoire. Et donc en 2017, au vu des résultats, nous a confirmé l'aptitude au service de la cuve. Et comme je sens que la voix commence à faiblir, je vais prendre un petit peu d'eau. Alors elle nous a imposé, pour le fond de cuve, elle a dit il est apte au service. Il n'y a pas de problème pour 60 ans. Pour le couvercle de cuve, elle nous a dit, comme vous n'êtes pas capable à date de me développer une machine d'inspection service qui va voir tous les défauts potentiellement que je voudrais voir, je vous impose de le remplacer en 2024. Sachez que on essaye en ce moment de développer un tel procédé d'inspection service et qu'on se fait fort de revenir avant 2019 à l'autorité de sûreté pour lui présenter la faisabilité industrielle de ce procédé et donc sauver ainsi le couvercle de Flamanville. À droite, vous avez l'éclaté de tous les composants en vert. Ils sont tous en vert maintenant parce qu'ils sont tous aptes au service. Mais c'est tous ceux qui étaient concernés par les problèmes de qualité et d'assurance qualité dans l'usine du Creusot. Donc tous ces sujets sont derrière nous. Et j'étais un homme heureux jusqu'à encore 2 mois, puisque vous savez qu'il y a eu 2 sujets, alors qui sont différents, mais je vais m'y arrêter un instant. Sur le circuit secondaire principal. Donc le circuit secondaire principal, c'est celui sur ce schéma en vert, c'est le circuit qui s'appelle VVP, qui évacue la vapeur des générateurs de vapeur vers la salle des machines, et en bleu clair, c'est le circuit retour, dit ARE, qui ramène l'eau condensée de la salle des machines vers le bas des GV. Donc en février, on s'est rendu compte que, en début d'année, on s'est rendu compte que le circuit VVP en vert, donc, qui était conçu pour être dit en exigence d'exclusion de rupture, donc qui avait été pensé pour normalement ne jamais pouvoir se rompre, et donc ça permettait de se dispenser d'un certain nombre d'études de sûreté. Et ben en fait, le référentiel avait été mal retranscrit dans la chaîne de sous-traitance, et donc nous n'étions pas forcément capables de démontrer la haute qualité de réalisation.
Donc ça, c'est un sujet qui était en cours d'instruction avec l'autorité de sûreté, qui avait accepté là aussi d'instruire une démarche qui consistait à dire « Ok, on n'a pas retranscrit toutes les exigences qu'on aurait dû, pour autant, la qualité des soudures, on va vous démontrer, est au rendez-vous à travers les coupons témoins, et on a la haute qualité de soudure attendue en termes de caractéristiques mécaniques. » Ça, c'était le sujet du mois de février. Et puis est venu s'ajouter un autre sujet qui n'a rien à voir, c'est que en plus, nous avons constaté fin mars, en faisant les premiers contrôles d'exploitation par ultrasons, qui n'ont pas vocation normalement à détecter des défauts de fabrication, qu'il y avait des soudures qui présentaient des défauts, alors qu'elles avaient été déclarées conformes par les sous-traitants de Framatome. Et donc, bien évidemment, cela pose la question de l'état de l'ensemble des 150 soudures du circuit secondaire principal, et donc nous avons décidé de recontrôler par nous-mêmes les 150 soudures de ce circuit secondaire principal. Donc ça va nous occuper jusqu'à fin mai, et donc nous ne saurons que fin mai s'il y a un éventuel impact de réparation d'un certain nombre de soudures sur le planning du projet tel que je vous le présentais tout à l'heure. Voilà. Et donc, là, vous avez le témoignage de Flamanville 3. Maintenant, si on prend un tout petit peu de hauteur de vue pour conclure, pour moi, il y a 3 clés si on veut qu'il y ait un avenir d'une stratégie nucléaire basée sur l'EPR pour la filière nucléaire française. La première, si on veut qu'il y ait un avenir, il faut qu'il y ait un bon produit. Et l'EPR, aujourd'hui, même si les fondamentaux sont bons, en termes de choix technologiques et de grandes options de sûreté, c'est un réacteur qui a été conçu que par des ingénieurs, mais qui ont oublié qu'il fallait aussi le construire. Et donc, on a lancé, avec Framatome, un grand projet de simplification et d'optimisation du design de l'EPR, et puis surtout d'intégrer dès le basic design, en intégrant tout le reste de Flamanville 3, et très en amont du développement, tous les aspects industriels, constructibilité et facilité logistique à réaliser l'ensemble du projet et donc à maîtriser les coûts, le planning et les risques de construction. Donc ça donnait lieu à un énorme travail, y compris dans l'approche futur lotissement contractuel. Et aujourd'hui, on a un projet qui s'appelle EPR2. Alors certains ont dû entendre parler de EPR nouveau modèle, EPRNM. Donc EPRNM, EPR2 ont fusionné dans une seule appellation qui s'appelle EPR2 et qui en gros présente certains choix conservateurs de l'EPR d'aujourd'hui pour ne pas repartir sur une vraie tête de série. La chaudière, ça sera celle globalement de HPC. Voilà. Mais par contre, qui présente des innovations de simplification. On va revenir à un 3 trains de sûreté, pas un 4 trains, puisque le 4e est censé être en maintenance, et qu'en gros, l'impact sur le coût et la construction par rapport aux gains espérés n'est pas si significatif que cela. Et puis on va revenir en partie à une simple enceinte, parce qu'on sait démontrer la résistance à une agression d'avion, à une partie en simple enceinte, etc. Donc voilà, on a un gros travail d'optimisation du design basé sur un vrai retour d'expérience, et qui ne sera pas une nouvelle tête de série, ce sera vraiment un EPR deuxième génération qui tient compte de tout le retour d'expérience des EPR en cours de construction, et on vise d'avoir un design finalisé pour une éventuelle décision d'investissement à prendre fin 2020. Alors j'y reviendrai pourquoi fin 2020 juste après. La deuxième clé du succès, il ne suffit pas d'avoir un bon produit, encore faut-il avoir, je dirais, un bon maître d'ouvrage, maître d'œuvre. Voilà. Et donc EDF devait se regarder avec un devoir d'autocritique sur ses réelles compétences en termes de capacité à manager les grands projets de niveau nucléaire. Et donc là, on a lancé des actions autour de 3 grands sujets. D'abord, dans la continuité de ce qu'avait fait Jean-Bernard Lévy à son arrivée, on a renforcé le management de projet dans le groupe. Donc il a rédicté une nouvelle politique du management des grands projets, il a clarifié les rôles du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre, et toutes les responsabilités et les fonctions attendues. Et puis on fait en ce moment un énorme travail de professionnalisation de la filière management de projet. Les chefs de projet vont tous être certifiés par l'externe, et on a fait très récemment, pour la première fois, en France, les entretiens du management de projet à Saclay, qui réunissaient des chefs de projet de plusieurs entreprises, dont EDF, mais il y avait Thales, Nokia, Orange, des gens de la SNCF, de Renault, et on a fait une formation par le débat. Donc comme ça existe dans l'aéronautique, comme ça existe dans les entretiens de Bichat, et ça a été une grande réussite. Voilà. Donc ça c'est le premier axe, on a renforcé le management de projet. Le deuxième, il faut qu'on renforce nos compétences d'ingénierie.
autour de deux architectes ensembliers essentiels que sont Advance. Donc Advance, je rappelle que c'est la fusion de l'ingénierie d'îlots nucléaires d'EDF et de Framatome. Donc c'est une filiale commune, hein, détenue à 80% par EDF, 20% par Framatome, qui a pour vocation d'être l'unique entité d'ingénierie à faire l'ingénierie d'îlots nucléaires. Voilà. Et puis le CNEP à Tours, qui est l'unique aussi architecte ensemblier pour faire la salle des machines et la source froide. Et donc ces deux entités-là sont aujourd'hui les seules à porter ce rôle, chacune pour leur scope, avec une vraie stratégie en cours de devenir sur une limite faire plus pertinente qu'aujourd'hui. On a trop externalisé en particulier les études, et donc il y a beaucoup de gens qui ont perdu la compétence de pilotage des fournisseurs, et donc on va réinternaliser quelques petits bureaux d'études, non pas pour faire de la masse, mais pour maintenir de la compétence. Et puis on s'appuie depuis le début de l'année 2017 sur deux grandes nouvelles directions. Vous savez que ceux qui ont connu le SEPTEN n'existe plus, c'est la direction technique qui est commune à l'ensemble de l'ingénierie nucléaire et qui est garante d'un grand référentiel et de tout ce qui tourne autour de la sûreté. Et puis ceux qui ont connu le CEDRE devront s'habituer à la direction industrielle, qui est la grande direction qui va regrouper toutes les problématiques autour de la politique industrielle, la surveillance des fournisseurs et toute l'expertise qui va autour de ces sujets-là. Voilà. Et puis on a un troisième axe de progrès qui est qu'il faut qu'on adapte nos méthodes d'ingénierie. Moi qui ne suis pas du monde du nucléaire, j'ai été frappé en arrivant à voir à quel point nos ancêtres ou nos prédécesseurs avaient fait des choses super bien et un parc extraordinaire dans les années 80, mais que par crainte, par habitude, par manque de challenge, par manque de projet, on avait laissé le système un peu se stratifier et que force est de constater que l'ingénierie nucléaire aujourd'hui, et celle de la filière globalement, elle est en retard par rapport à d'autres domaines industriels et qu'elle doit, en 3-4 ans, rattraper, on va dire, une vingtaine d'années de pratiques les plus performantes. C'est pour ça qu'on a lancé un grand projet pour déployer l'ingénierie système, qui s'appliquera totalement à EPR2, et qu'on va lancer aussi un grand projet qui s'appelle Switch, et qui va viser à digitaliser et à repenser l'ensemble des processus d'ingénierie. J'en dis pas plus parce que Bruno Lièvre, qui était annoncé tout à l'heure dans une des tables rondes, est M. Switch, et donc il viendra vous parler de tout le programme de transformation à marche forcée qu'on veut pour mettre de l'innovation, de la jeunesse et du digital dans l'ingénierie nucléaire. Voilà. Et le dernier point, donc il faut un bon produit, il faut un bon maître d'ouvrage, maître d'œuvre, et puis il faut une filière qui soit performante. Voilà. Et pour ça, n'oublions pas qu'on est l'un des rares pays, avec la Russie, et en partie la Chine, à avoir l'ensemble des compétences d'une filière nucléaire depuis l'amont jusqu'à l'aval, et autonome. Donc ça a une valeur, il faut qu'on l'entretienne. Et donc 3 points importants. Le premier, c'est que il y a une recomposition des rôles entre EDF et Areva, je ne vais pas vous refaire le schéma, qui a conduit en fin d'année dernière à ce que EDF rachète la société Framatome, qui a repris son nom d'origine, que l'ex-Areva se recentre sur l'amont et l'aval du cycle, change de nom et devienne Orano, et donc que les responsabilités soient claires, il n'y a plus de concurrence ou de guerre d'ingénierie, c'est EDF qui est le leader de la filière et les rôles sont complémentaires. Au-delà de ça, parce qu'il ne faudra pas résumer la filière à ces deux acteurs, ce serait une grave erreur, il nous faut une vraie politique industrielle globale, avec une bien meilleure gestion et beaucoup plus coordonnée des grands fournisseurs sur l'ensemble du scope, donc c'est ce qu'on est en train de déployer, avec une vision globale et unique entre les nouveaux projets, le programme au carénage et la maintenance du parc. Il faut que les fournisseurs soient vus sous l'ensemble de ces scopes-là, de manière coordonnée. Et donc il nous faut des vraies politiques industrielles par segment et généraliser des modes de fonctionnement d'entreprise étendue. Le programme Switch que j'évoquais tout à l'heure a vocation à être totalement ouvert sur tous les acteurs de la filière. Par exemple, on vient de signer, ou on s'apprête à signer, un partenariat de 20 ans avec Dassault Systèmes, qui a été retenu pour être l'apporteur d'offres digitales pour la filière. Et donc l'idée, c'est bien construire des choses avec EDF, mais très vite, construire des choses aussi avec les partenaires de la filière, et tous en utilisant les mêmes outils. C'est à ces conditions-là qu'on redeviendra une ingénierie performante et qui est capable de tirer ses produits par le haut. Et donc, voilà. Et tout ça avec un objectif, mais je ne veux pas faire d'annonce avant mon président,
d'ici l'été, je pense qu'il fera des annonces autour d'une nouvelle structure d'animation de l'ensemble de la filière nucléaire française, aussi bien en France qu'à l'international. Et je vous remercie.